Là n'est jamais servi deux fois. Donc il faut être prêt, il faut savoir saisir les opportunités même si elles font peur. Imagine un monde où les femmes occupent les plus hautes sphères du pouvoir sans que cela ne soit une exception. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui lève le voile des coulisses de ce fameux monde. Dans chaque épisode, nous te proposons des rencontres intimes où l'on décrypte les codes du leadership en tant que femme. Que tu sois une femme en quête d'inspiration, un homme souhaitant devenir un allié plus engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, prépare-toi désormais à être inspiré, à repousser tes propres limites et à recevoir des conseils précieux. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage ce podcast avec tes proches. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café et plongeons ensemble dans une discussion riche et inspirante. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui met en avant les leaders de nos entreprises et de notre monde aujourd'hui. Merci Claudia Ferreira d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi Margot Ilona de m'avoir invitée sur ce podcast. C'est une grande découverte pour moi. Avec grand plaisir, je suis ravie que tu aies accepté l'invitation. Tu es aujourd'hui directrice du département chirurgie chez Point Vision. On parlera bien évidemment de tout ton parcours dans ce podcast. Tu as également une passion pour la boxe thaï. Peut-être qu'on en parlera, peut-être qu'il y aura des liens à faire avec le leadership dans ta vie et dans ton quotidien. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être là. On va pouvoir creuser sur un, un secteur dans lequel on n'a pas eu beaucoup d'autres podcasts, pas d'autres podcasts d'ailleurs, aujourd'hui. Donc, je suis ravie que tu aies accepté et qu'on puisse creuser un petit peu sur ta thématique et ce secteur-là. Merci encore. Mais je t'en prie, merci à toi de m'avoir invitée. On va démarrer avec la première question que je pose à tout le monde. Quelle est ta propre définition du leadership, Claudia? Alors, ma définition du leadership, pour moi, le leadership, c'est finalement l'art de faire grandir les autres en même temps que des projets. C'est un cap qu'on donne, c'est poser aussi des décisions, mais aussi savoir écouter les autres profondément. Moi, je crois en un leadership qui est ancré, qui est humain, qui prend le temps de comprendre avant d'imposer. Pour moi, être leader, c'est donner de la clarté et être aussi un repère dans des moments qui peuvent parfois être un peu flous pour des collaborateurs, par exemple, dans des périodes de transition, mais aussi reconnaître que l'on évolue soi-même en permanence. Je pense qu'il y a une illusion autour du leadership comme posture de contrôle. Souvent, on se dit qu'un leader est dans le contrôle, alors que pour moi, c'est une posture de présence, présence d'être là au bon moment. Savoir dire, «Je sais» ou «Je ne sais pas», ça fait partie aussi d'un rôle de leader et parfois on a tendance à se dire qu'un leader, c'est toujours tout, mais il faut savoir, dire, quand on le sait pas. C'est aussi accepter de se remettre en question, accompagner les autres dans leur propre zone de croissance et par exemple, si une personne sous ma responsabilité réussit à se dépasser grâce au cadre que je lui offre, alors pour moi, j'ai rempli ma mission. En tant que leader. Oui. Deuxième question que je pose à tout le monde, c'est quelle est pour toi l'ambition, la définition de l'ambition? Alors un peu particulier, pour moi, c'est une question de projection autant que de sens. Parce que je suis née au Portugal, j'ai grandi au Portugal et j'ai immigré en France à l'âge de 11 ans. J'ai connu des moments, difficiles, des périodes de précarité, alors plus quand j'étais au Portugal, j'ai connu, la faim. Heu, donc j'étais pas prédestinée, je suis l'aînée d'une grande fratrie et j'étais pas prédestinée à faire de grandes études. J'étais plutôt prédestinée à pouvoir aider ma mère, qui a immigré seule, pour le reste quoi, pour mes frères et sœurs qui étaient après. Donc j'étais pas prédestinée ni aux grandes études, ni à occuper des fonctions de direction. Mais finalement depuis petite, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours refusé les clichés, la fatalité. J'ai dessiné ce dont j'avais envie. Je l'ai dessiné dans ma tête puisque je m'endormais en me projetant. J'ai construit, avancé aussi pour chaque opportunité que j'ai eue. Et donc, pour moi, l'ambition dans ce contexte, c'est pas une posture, c'est une envie intérieure. C'est la conviction qu'on peut s'élever sans jamais oublier d'où on vient. Et mon ambition aujourd'hui, c'est aussi celle de créer des ponts pour les autres, de démontrer que rien n'est figé, que l'on peut être à la fois résiliente, ambitieuse et garder un côté profondément humain. Parce que tu penses qu'aujourd'hui, dans la définition de l'ambition, on perd un peu le côté humain? C'est possible, en tout cas moi je l'ai vu dans mon parcours. Je l'ai vu,
j'ai vu certaines femmes qui, à des postes clés, donc qui ont de l'ambition, si on parle du côté féminin, mais c'est aussi vrai, pour les hommes, se, changer, se modifier, habiller un rôle finalement, moins féminin pour, se montrer, d'un côté, plus masculin, du coup en oubliant ce côté humain, parce que ça faisait enfin je pense, pour certains, ça fait partie, du process. Être ambitieux, c'est avancer sans prendre en compte peut-être les autres. Ce qu'on disait, c'est souvent avant, c'est, finalement, on dit avoir les dents longues, marcher, tout en écrasant les autres si possible et cetera. Donc c'était aussi des clichés d'ambition. Moi, je veux qu'aujourd'hui, en tout cas, dans ce que j'ai autour de moi, que les femmes que je rencontre ou des jeunes filles qui me ressemblent ou qui ont des parcours, pas toujours simples, bah, sachent que tout est possible. C'est beau ce que tu partages parce qu'il y a un côté aussi où, il y a pas qu'une seule, et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, il y a pas qu'une seule manière de voir l'ambition, il y a pas qu'une seule manière de voir, même, la posture de leader et la manière dont on le fait. Je pense qu'il y a pas forcément de bonne ou de mauvaise manière de le faire, mais par contre, il y a sa propre manière et la mauvaise manière de le faire, c'est de le faire, en n'étant pas aligné avec ce que tu veux, ce que tu crées, la manière dont hem donc, quand tu parlais de présence tout à l'heure, ça résonne beaucoup avec moi une notion d'authenticité, c'est-à-dire d'être davantage soi-même pour justement pouvoir accompagner les autres à l'être et à du coup apporter le meilleur d'eux-mêmes. Justement, quand tu parlais de présence tout à l'heure, ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui est, pour moi très, très important, au quotidien, que ça soit dans un poste de leader ou pas, c'est d'être vraiment en présence. Et on a beaucoup de soucis aujourd'hui de plus être vraiment présent et d'être, bah, davantage sous le contrôle, davantage en comparaison et cetera avec, les réseaux sociaux ou plein d'autres choses qui sont arrivées, ces 20 dernières années, pardon. Comment est-ce que toi tu as appris que justement, bah, le leader, il était moins dans le contrôle et plus dans la présence? Alors je suis passée quand même par la phase de contrôle à vouloir être, parfaite aussi, sur tous les sujets, à peut-être habiller un costume, qui n'était pas le mien. Sauf que, je me suis rendue compte très vite dans le parcours que je me sentais pas totalement moi, que j'étais pas totalement, dans dans le moment présent et que je m'oubliais. Donc je me suis très vite défait de ça pour être, moi dans mon authenticité et pour ça je me suis, finalement tournée aussi vers des choses peut-être plus personnelles enfin, dans des choses que tu peux avoir aujourd'hui qui vont être des ateliers de, respiration. Il y a un nom anglais, aussi pour ça, mais si on reste dans des noms français, dans des ateliers de respiration, dans des ateliers de conscience aussi, de développement personnel, mais pas avec, du coaching. Je me suis pas tournée vers des coachings, mais je me suis, tournée vers des choses comme, des, alors, c'est assez spécial, hein, c'est assez spécial, mais des soins énergétiques comme, le Kundalini et cetera. Ce sont des choses qui vont aller rechercher à l'intérieur de toi, qui vont te permettre d'être aligné sur le moment présent. Donc moi, ça a été, le choix que j'ai décidé de mener, mais il y a différentes possibilités. Moi, c'est ce qui me parlait le plus. Et ça, c'est-à-dire que tu as travaillé sur toi plus que sur l'équipe pour justement alimenter cette présence-là? Ouais, j'ai travaillé sur moi parce que je pense que quand tu es un leader, quand tu diriges une équipe, tu es la colonne vertébrale de cette équipe et que toi, tu es, profondément, droit, ancré, dans ce que tu dans sur ce quoi tu veux les emmener, tu les emmènes. Quand tu oscilles un peu et que tu habilles un costume qui n'est pas le tien, bah, on va vite le voir aussi et puis tu vas perdre confiance en toi parce que tu vas avoir, comme tout le monde, la majorité des personnes, le syndrome de l'imposteur parce que finalement, bah, c'est pas tout à fait toi. Donc tu auras des moments, de doute. J'en ai aussi des moments de doute, mais des doutes différents que ce que j'ai pu avoir au tout début de ma carrière où j'étais pas aussi alignée. Quand est-ce que tu as, quand est-ce que tu as compris justement que, être dans le contrôle, la perfection et cetera, ça allait pas t'amener,
quelque chose de peut-être plus positif ou quand tu vas vers tes ambitions et cetera. Quand est-ce que tu as eu ce moment de switch? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier? Est-ce que ça s'est fait petit à petit, plus tu apprenais un peu à te connaître? Comment ça s'est passé? Ça a été dans des moments un peu difficiles, de ma carrière où, je travaille dans la santé, donc c'est un environnement, masculin et c'est des moments où j'ai été, très, bousculée et heu et j'ai dû rechercher au fond de moi pour ne pas, pas me laisser influencer finalement, vers des éléments enfin, sur des éléments extérieurs qui me faisaient perdre confiance. Confiance en ce en quoi, je croyais profondément, tu vois? Donc ça a été sur ça. C'est intéressant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui entendent, le conseil, «Sois toi-même, sois authentique» et cetera. Qu'est-ce que ça serait toi ton conseil à ces personnes qui l'entendent, mais qui savent pas exactement comment le mettre en place dans le monde professionnel? Parce que voilà, on dit aussi, que, bah, il faut une barrière, une frontière plutôt, pardon, entre, ta vie perso et ta vie professionnelle, on n'est pas obligé de tout dire non plus, de ce qui se passe dans la vie personnelle donc quels sont tes conseils pour justement continuer d'être soi, sans forcément, justement tout dévoiler et garder peut-être je sais pas, peut-être que c'est de la pudeur, peut-être que c'est autre chose pour certaines personnes qui en ont besoin? Je crois que, si tu restes, enfin, si je dois donner un conseil, c'est de te dire: si on t'a choisi pour ton unicité enfin, je sais pas comment le dire d'ailleurs, je cherche, Unicité? heu Si, si, je crois que c'est ça, hein? oui, unicité, bon bah, ton unicité. Hem Et tu dois le garder ça, tu dois le maintenir parce que si tu arrives dans une structure et que finalement tu adoptes, la position, aussi complètement la culture d'entreprise, tu vas perdre ce pourquoi on t'a fait venir, ce pourquoi on t'a recruté et ce qu'on a vu en toi. Donc, tu te dilues et tu deviens un peu comme tout le monde, donc tu ne sors plus, non plus du lot. Et garder ton authenticité dans des environnements, difficiles, c'est ce qui fera ta plus grande force. Alors oui, c'est des choses qui sont très à la mode de rester authentique et cetera. C'est pas évident parce qu'effectivement, il y a les réseaux sociaux, donc on a tendance à aller voir, bah, tiens, une telle il y a des conseils tous les jours qui sont prodigués, par, tout le monde. Il y a des choses qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais en fait, si tu fais ça, tu t'y perds réellement. Et il faut aller se dire: «Qu'est-ce que toi tu aimes? Quelles sont tes valeurs?» Et autour de ça et ben, construire ou broder autour de ça. Il y a un mentor qui m'avait dit, «J'apprends jamais de plus d'une personne à la fois, parce qu'en fait, sinon je me perds dans les, potentielles dissonances qu'il peut y avoir entre, différentes personnes. Alors que si j'apprends avec une personne vraiment des points spécifiques, c'est que mon unicité, donc ma part de moi et cette personne-là et je vois ce que mon unicité et ce que je suis moi veut en faire et je trouvais que c'était assez pertinent et que c'était complètement en porte-à-faux avec la vie qu'on a aujourd'hui. C'est ce que tu dis, hein, on est, continuellement, heu, rempli de plein de contenus, plein de conseils, plein de choses qui parfois même sont Heu, c'est-à-dire qu'on peut dire tout et son contraire, hein, surtout dans le monde du développement personnel ou du développement professionnel. On peut entendre, soit authentique et on peut entendre, fake it until you make it. Donc, fais comme si tu étais, déjà leader et tu verras petit à petit ça tu vas commencer à l'apprendre parce que tu vas commencer à prendre certaines tâches. Donc en fait, si tu ne te rattaches pas à qui tu es et à tes valeurs et à ce qui est important pour toi, moi je pense qu'il y a un vrai point important autour de l'ambition. Qu'est-ce que tu veux vraiment, dans ta vie, dans ton quotidien. Pourquoi en fait tu es là, le matin à te lever et aller dans cette entreprise-là et à bosser pour cette entreprise et à avoir ton équipe? Quelle est la vraie raison et la vraie ambition que tu as derrière? Pour moi, c'est très important aussi, mais ça doit être en lien avec tes valeurs et avec ce que tu veux toi. Pas simplement avec l'ambition de l'entreprise de t'amener, d'un point A à un point B. Et c'est exactement ça. Mmh. Je pense que, la notion d'ambition comment est-ce que tu as su toi je pense dans tes premiers postes peut-être. Comment est-ce que tu as su que, la direction c'était intéressant pour toi? Est-ce que c'était, évident? Donc tu as commencé à bosser, à te rendre compte un petit peu du monde de l'entreprise et tu as vraiment eu cette envie et cette, ouais, tu as trouvé ça peut-être, naturel de monter ces étapes? Ou est-ce que, bah, c'était quelqu'un d'extérieur? Enfin, raconte-nous ton parcours et ton histoire par rapport à ça.
Alors pour moi, c'était quelque chose d'assez évident, puisque, en étant aînée d'une fratrie, j'ai tout de suite eu des responsabilités, donc pour moi, ça s'est fait assez, naturellement. Après, on ne naît pas en sachant, non plus diriger. Il y a des choses qui sont innées en nous et je pense que ce qui est inné en nous, c'est la façon de donner une vision claire, c'est d'emmener les autres. Ça, on l'a ou on l'a pas, on peut l'apprendre, mais encore une fois, je pense que le côté humain est important et que ça s'apprend pas, hein. C'est le savoir-être, c'est le savoir et le savoir-être et après, dans mon parcours, j'ai parfois douté en me disant: «Est-ce que je vais pouvoir vraiment, c'est pas que je vais pouvoir vraiment les emmener, mais est-ce que je me trompe pas?» parce on prend des décisions et il y a des moments où on se dit, «Est-ce que c'est vraiment la bonne décision?» quand même, et je pense que c'est sain aussi, de douter et ensuite quand on sait qu'on a une équipe derrière nous, bon, tu te dois d'être le plus juste possible. Comment tu sais si tu te trompes pas alors? Comment tu sais? Je pense qu'il y a un mélange un mélange avec, de l'intuition. Je Et jusqu'à maintenant, ça m'a jamais en tout cas trompé mon intuition et puis il y a le domaine aussi, ton domaine de compétences. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la santé. Alors ça a été sortir de ma zone de confort, d'aller dans un environnement, d'ophtalmologie puisque j'étais dans l'imagerie médicale. C'est aussi sortir de ma zone de confort, d'évoluer vers un poste, aller dans un comité de direction. Hem, mais alors, je me trompe jamais parce que je suis beaucoup à l'écoute. Je suis beaucoup aussi à l'écoute des autres, donc j'apprends beaucoup, des gens, j'apprends beaucoup des gens qui sont en place, des gens du terrain, des gens qui ont de l'expérience. Donc finalement, ce que je construis, je le co-construis avec les autres. C'est-à-dire que j'ai ma base à moi et ensuite j'ai, tout ce qui gravite autour duquel avec lequel je me nourris pour être le plus juste possible dans les décisions et dans des projets sur lesquels je veux embarquer les gens. Tu as un Mmh, exemple, tu un exemple justement d'un moment où tu as été à l'écoute et ça t'a aidé à prendre la décision ou à te rendre compte que tu t'étais trompée ou alors par exemple, j'ai proposé au cours de ma carrière une refonte, complète de certains circuits dans l'environnement de la santé et dans des territoires, où les règles étaient rigides, ou des ressources limitées, des attentes assez hautes, dans des zones sous-dotées. On parle souvent de déserts médicaux. Hem, mais tu vois, j'étais convaincue que c'était juste. Même si c'était, quelque chose de très innovateur, j'ai su créer des conditions, d'adhésion étape par étape. Je me suis entourée, des équipes terrain. Ce sont elles, qui savent que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Elles ont pas toujours la solution finale, mais elles ont les petits signaux faibles et ces signaux sont précieux pour prendre les bonnes décisions. Tu vois, un risque que j'ai pris qui a payé, c'était, par exemple, initier des partenariats, publics-privés dans certaines régions où personne ne croyait. Il fallait aligner des intérêts, des rassurer aussi et aujourd'hui, ça a été un projet pilote qui a inspiré d'autres territoires, dans la santé. Donc finalement, tu as une idée parce que tu vois le besoin et ensuite tu interroges un petit peu, les différentes personnes. Tu as ces signaux, même faibles s'ils sont positifs, moi j'y vais et j'embarque tout le monde avec moi. donc c'est intéressant parce que du coup, il y a un besoin de plusieurs données et écouter plusieurs données. Donc il y a, en effet ceux du terrain avec, donc ces signaux, même petits parfois. Et c'est quoi les autres données? Sur quoi est-ce que tu te bases pour prendre ce risque-là et faire cette innovation? Sur les autres données, ça va être, tu vas dans la santé, on se dit, il y a des délais d'attente pour certains examens, ou certaines prises en charge qui vont être longs. Donc là, tu te dis, tu poses ta feuille et tu te dis: «OK, sur ces délais d'attente, enfin,
quelle solution je pourrais apporter, tu vois? Il t'en investit que quand même, plusieurs et tu tentes et tu vois ce qui réussit. Hem, Oui, donc un peu de test and learn, de test essai-erreur, comme on dit. exactement, exactement. Tu vois, je crois en cette souplesse-là, de ce que tu dis au test and learn, tu vois? J'ai introduit la logique du minimum viable process. On teste un nouveau circuit, on observe, on ajuste. Cela donne un peu de souplesse et surtout ça rassure les équipes parce qu'on grave rien dans le marbre sans une validation au terrain. Donc tu vois, ce que j'essaie d'incarner finalement, c'est un leadership qui est équilibré entre un pilotage et l'inspiration. C'est pas juste atteindre des objectifs, mais il s'agit de faire en sorte que les gens aient envie de les atteindre avec moi. Donc c'est une compétence, finalement, moi qui m'a beaucoup servi, c'est l'écoute active. Donc on parle souvent de charisme, de vision, de gestion, mais pour moi l'écoute est un levier d'influence, incroyable. Ça me permet de décoder des tensions, d'anticiper des conflits, mais aussi d'identifier, des talents qui peuvent être dormants. Complètement et finalement, c'est en lien avec ce que tu nous disais au début avec cette notion de présence, parce que l'écoute active, elle est intrinsèquement liée avec le fait d'être vraiment là et d'écouter la personne, complètement et de pas penser, aux 3 autres sujets ou aux risques que tu as pris la veille sur tel projet et cetera. C'est d'être vraiment 100 avec la personne quand tu y parles. Mmh. Mais c'est pas toujours évident. Tu vois, moi, le gros défi, ça a été de lancer cette business unit sur un champ aussi vaste avec des attentes hyper élevées, avec très peu de temps pour faire des preuves. Fallait rassurer, aligner, performer et tout en construisant. Donc c'est comme, si tu veux, tu ériges un immeuble pendant que les gens y emménagent. Ouais. Donc Il y avait la tu pression du temps. ouais, ouais, ouais. Ouais, Comment tu est-ce que la tu la gères du coup, cette pression du temps? en priorisant et en communiquant, finalement, sur nos priorités, je délègue là où c'est nécessaire, j'investis aussi beaucoup d'énergie dans la création de sens, de cohérence. Parce que je dis: «Bon, quand les gens comprennent pourquoi on fait les choses, la résistance diminue, donc on arrive à accélérer un petit peu sur les process». Mmh. Après, tu des obstacles majeurs. Pour moi, ça a été la pluralité des intérêts et des visions médicales, parce que dans un groupe aussi vaste que celui où je suis aujourd'hui, bah, chaque médecin, chaque centre a sa propre culture, son propre rythme, donc il faut créer une colonne vertébrale commune, sans jamais dénaturer, des spécificités locales. C'est là finalement que le leadership, bah, rentre et il doit être ancré et adaptatif. Faire la différence, parce que si tu es pas adaptatif, bon, c'est compliqué dans le genre de structure dans laquelle je suis. Dans d'autres structures, peut-être que c'est différent. La notion d'adaptatif, ça me fait rebondir à ce que tu disais tout à l'heure et je voulais en reparler. La notion de douter. Être adaptatif, c'est se dire aussi que, peut-être que là, si ça ne fonctionne pas exactement comme on l'a prévu, peut-être que c'est parce qu'on ne sait pas, on n'a pas la meilleure solution encore et que, il faut la mettre la re-questionner. Ça me permet de rebondir parce que je pense que c'est très important de le rappeler et que beaucoup de gens, encore plus avec, ce fameux syndrome de l'imposteur, se trompent parfois entre, douter de soi et douter d'un projet. Douter de soi, c'est pas très positif en effet pour le cerveau, tout ce qui est neuroscientifique et cetera. C'est connu et reconnu qu'en effet le syndrome de l'imposteur nous empêche, d'atteindre certaines choses ou de se surpasser de temps en temps quand on en a, la nécessité. En revanche, douter des circonstances, des décisions qu'on a prises et cetera, peut être hyper intéressant et notamment dans le leadership, c'est quelque chose qui peut être encore plus intéressant parce que c'est pareil, douter de notre, de la personne qu'on a, de la personne qu'on a, comment on dit? Faire rentrer dans l'équipe, douter, du projet, embaucher, merci. Douter du projet, douter de cette innovation, douter de ces choses-là, c'est ce qui va nous permettre d'aller même d'ailleurs d'avoir encore plus d'innovation, parce que douter de ce qu'on fait, aujourd'hui et ce qui tourne, de se dire: «Bah, et si ça fonctionnait peut-être mieux avec une innovation ou si on le mettait en réflexion, ça fonctionnerait mieux». J'aimerais bien que tu me racontes un petit peu ton avis sur ce fameux doute sain dont tu parlais tout à l'heure.
Ce doute sain permet de t'auto-challenger aussi, tu vois? Et de challenger, les premières idées parce que tu vois, lorsque tu as, un projet et notamment toi aussi, peut certainement quand tu vas lancer, tes projets, ils ont évolué au fur et à mesure et ils ont évolué aussi grâce à pas que, mais grâce aussi à des doutes et ce sont ces doutes qui vont permettre finalement, de le faire grandir, de le faire prendre vie d'une manière, différente. Et quand tu dis grandir, il y a une notion aussi justement avec cette notion de doute sain, c'est que de permettre aussi à son équipe de douter de certaines choses. De permettre à son équipe de tu parlais tout à l'heure, hein, qu'ils se remettent en question, qu'ils remettent en question aussi certaines choses pour justement aller chercher, cette vision-là. Dans le doute sain, je vois un peu l'esprit critique derrière de se dire: «Tout n'est pas, parfait comme c'est aujourd'hui, c'est bien, mais il y a un champ des possibles autour de tout ça» et s'il y a pas de doute, il y a pas d'ouverture sur comment est-ce qu'on peut aller, chercher davantage en moins de temps, comment est-ce qu'on peut aider davantage de personnes, comment est-ce qu'on peut, s'assurer que notre produit il est encore meilleur. Toutes ces choses-là, elles proviennent d'un petit doute au début de se dire: «Ben, c'est pas parfait ce qu'on fait aujourd'hui. C'est très bien, mais c'est pas parfait». Et donc on peut douter il y a peut-être d'autres choses qui sont peut-être plus intéressantes, peut-être plus attractives. Comment est-ce que tu l'infuses dans ton équipe, cette partie-là? Peut-être pas de doute à proprement parler, mais d'esprit critique? Alors, c'est assez simple, c'est quand j'arrive, avec, avec la feuille de route, que je le présente aux équipes, je commence toujours par dire, heu, l'objectif et celui-ci, par contre, le chemin pour y arriver, voilà moi ce que je vous propose, mais tout peut être revu ensemble et remodulé et ce qu'il faut garder en tête et du coup, moi, mon rôle, c'est de leur faire rappeler l'objectif, OK? L'objectif, on le connaît, il faut qu'on y aille. Peu importe le chemin, mais il faut qu'on y aille et parfois, on a aussi dans l'objectif temps. Enfin, parfois, même souvent, très, très, très souvent, l'objectif temps. Donc, dans cet objectif temps, bah, quand tu as quand même tu as des petits catchs de réunion sur lequel, tu vois si tu es dans le timing, pas dans le timing, si ça fonctionne pas et du coup tu rechallenges ou pas, ce que tu as écrit initialement, sur ta feuille de route. Simplement ce que tu réécris, ce que tu réadaptes, bah, faut pas du tout oublier, ton objectif final et ton objectif temps. Ça, c'est la seule chose finalement qui ne doit pas bouger et qui est figée. Parce que nous, nos feuilles de route, ben, elles sont écrites hein, pour 2, 3 ans. On sait exactement vers où on veut aller, on sait ce que l'on souhaite. Ensuite, voilà, comment on y va. Et c'est dans le comment on y va, ben, effectivement, il y a des choses, ben, on les teste et ça fonctionne. Et puis il y a des choses qui, on les teste, ça fonctionne moins bien, donc c'est pas grave. Je leur dis toujours, ce n'est pas grave. Par contre, on ajuste. Et il faut surtout, enfin, je veux qu'ils se sentent libres de dire bah, là ça fonctionne pas, là on n'y arrive pas. Parce que, s'ils nous le disent pas s'ils me le disent pas en tout bah, c'est un problème, tu vois? C'est un problème. Ça veut dire que j'ai pas instauré la confiance parce qu'ils vont avoir peut-être peur de dire: «Ça fonctionne pas», alors que bon, OK, on est quand même une équipe. Ouais, je pense que ça, c'est vrai qu'il y a un point important dans le leadership, c'est la notion que, le leader, il fait quand même aussi partie de l'équipe. Complètement, complètement. Ouais. Il y a un tu as parlé, tout à l'heure, justement, de notion de, dans ta définition de leadership, cette notion d'avoir besoin de clarté, d'être le repère, de ton équipe. Justement, c'est en lien avec ce que tu viens de nous partager, j'ai l'impression et j'aimerais bien, il y a quelqu'un qui vient de prendre une équipe, imaginons, qui vient de prendre un poste, avec des responsabilités, des gens, d'une équipe, avec cette notion de leadership à l'intérieur.
et qui justement a peur de se tromper, a peur de pas être assez clair, a peur que les gens ne viennent pas le voir, et cetera. Quels seraient tes conseils, toi, avec ton expérience aujourd'hui, pour cette personne qui vient tout juste de démarrer sur ces 2 points qui pour moi sont fondamentaux, la notion de voilà, d'avoir cette clarté vers, quel objectif, on va et après d'être ce repère, donc d'avoir la possibilité d'avoir des gens qui viennent te voir, qui viennent te parler, heu, tout en gardant quand même bien évidemment, cette posture de leader qui est importante bien sûr, hein, oui, le leader fait partie de l'équipe, c'est certain, mais le leader doit rendre des comptes, doit être présent, doit s'assurer quand quelqu'un est pas là, que toute la team fonctionne, donc il y a quand même une posture à garder, c'est sûr. Comment est-ce que quels seraient tes conseils là-dessus? Bah, écoute, je dirais déjà, enfin, à la personne qui arrive que, un des pièges pour moi, c'est, quand tu arrives dans ce genre de fonction, c'est te dire: «Je veux prouver à tout prix, que c'est ma place, que je l'ai méritée, et cetera». Parce que la personne va s'épuiser en voulant être irréprochable, en voulant être rapide, performant et pour moi, tu vois, il va oublier que le vrai leadership, c'est aussi savoir, bah, créer du lien, s'exposer à l'erreur. Donc, je dirais à un jeune leader: «Construis ton système de valeurs et sois aligné. Cherche pas à copier». Je dirais, finalement, ton style est ta force et ton histoire, même si elle est imparfaite, est une ressource. Donc tu peux, ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ambition, tu peux être ambitieuse, sans t'excuser. N'attends pas qu'on t'autorise à rêver, n'oublie jamais que tu es légitime, même si tu viens d'avoir le titre, ne le remets pas en cause et si tu gardes ton côté humain, tu arriveras à avoir assez de clarté pour emmener tes équipes vers l'objectif et être un repère. Parce que si, tu n'es pas ce qu'on ça revient vraiment à ce qu'on disait aussi au début, s si tu n'es pas aligné, si tu cherches à copier, tu ne seras pas un repère pour les autres. Tu seras finalement fondu dans la masse, comme tous les autres. C'est-à-dire que les gens de ton équipe vont le faire pour le faire parce que, ils sont embauchés, ils ont leur salaire à la fin du mois et que c'est un boulot, alimentaire aussi. Enfin, ils vont le prendre comme un boulot alimentaire c'est pas plutôt, mais en plus d'être un boulot alimentaire, mais quelque chose peut-être de passionnant sur lequel ils vont s'élever. Donc, tu peux, garder cette clarté d'objectif et de repères, pour moi, simplement, si tu ne cherches pas à copier, qui que ce soit. Et toi, du coup, dans ton évolution, qu'est-ce qui t'a permis d'atteindre ces postes de direction? Alors c'est CODIR ou COMEX aujourd'hui, toi? Que dire? CODIR. D'atteindre du coup ce poste, de CODIR? Alors j'ai fait mes preuves par, des résultats, hein, OK. parce qu'on est dans une culture, de résultats. Heu, Oui et c'est important quand même, tu as raison, c'est important de le remettre aussi que finalement les objectifs qu'on a, ils sont aussi orientés, performance. complètement Mmh. et au-delà du résultat, je cherche toujours à être un peu disruptive. Tu vois, dans mon ancien poste, mon directeur général, puisque je dépendais du directeur général, me disait souvent, il me l'avait écrit, sur un petit tableau à côté de mon bureau, que j'étais disruptive et heu et ça fait partie de mon identité. Chacun est différent, mais j'essaye en plus du résultat d'aller chercher des choses qui vont marquer, qui vont avoir une empreinte, et qui vont être des exemples aussi pour, heu, pour pouvoir, le démultiplier. Voilà, mais ça ça fait partie de ma personnalité. Oui, hein et j'imagine c'est en lien avec tes valeurs et avec qui tu es au fond. C'est ce qu'on on en revient à la notion d'être soi et de se connaître et que c'est beaucoup plus facile derrière de savoir ce qu'il faut, enfin ce qui peut sortir et ce qui nous fait du bien, en fait. Parce que du coup, j'imagine que d'être disruptif, c'est fluide pour toi parce que ça fait partie de ta personnalité qui, pour quelqu'un d'autre, serait complètement, inimaginable. Parce que du coup, ça fait pas partie de son Exactement. identité.
Donc aller se rechercher finalement. Donc ce qui t'a vraiment aidé à atteindre ces postes-là, donc bien évidemment c'est de la performance, mais comment est-ce que tu as... Ça, ce serait intéressant de savoir comment est-ce que tu as justement atteint cette performance-là. Est-ce que c'était en travaillant énormément? Est-ce que c'était encore en trouvant des systèmes, des stratégies? Qu'est-ce qui t'a aidé à atteindre cette performance du coup? Alors pour ma part, ça a été en travaillant énormément. Ouais. Ben, après je suis, vraiment animée par, la transmission, la transformation, mais j'aime bâtir des projets qui sont exigeants et surtout faire en sorte que, voilà, tout le monde y trouve du sens. Hem, Parce que pour moi l'impact collectif est, la plus grande des réussites. Hmm. Mais, ça a été oui, en travaillant énormément, tout en étant, maman, de 2 petits garçons, et je regrette, absolument rien parce que le tout m'a énormément enrichie, quoi. J'aime beaucoup parler de la notion d'effort aussi autour du leadership. Il y a deux salles un petit peu, tu sais, dans le leadership. Il y a l'idée de être leader, c'est du coup porter toutes les difficultés de l'entreprise, de son équipe, etc. Et puis après, il y a l'autre, il y a le manager ou le leader, il est un peu tranquille parce que lui, de toute façon, il est plus haut, etc. Euh, et je trouve ça assez marrant que ça soit très dissonant comme ça, les différents clichés qu'on peut avoir autour de ça. Là où je pense qu'il y a quand même une forte partie d'effort dans le leadership, justement que ça soit au niveau de l'objectif que tu vas avoir pour l'entreprise et où tu veux mener l'entreprise, et pour justement l'effort que tu vas générer pour créer cette performance par toi et par tes équipes. Euh, et dans ce que tu partages, il y a un vrai point qui pour moi est crucial et c'est avant même d'atteindre ces postes-là, je pense qu'il faut creuser autour de ça. C'est sur quoi est-ce que je suis capable de générer de l'effort sans que ça me fasse m'épuiser ou en tout cas me perdre dans ces efforts-là. Bien évidemment, on en revient au premier point qui est connais-toi, connais tes valeurs, etc. Et il y a des thématiques sur lesquelles tu vas préférer travailler ou des types de projets, comme tu l'as dit là, des projets d'envergure, c'est ce qui te stimule. Moi, je sais que j'ai une forte valeur de challenge, donc j'adore les gros projets et les projets qui font peur avec de l'ambition énorme. D'autres personnes, c'est pas forcément le cas. Donc, allez trouver ces points-là dans ces équipes aussi, j'imagine, dans les personnes avec qui tu travailles. C'est-à-dire que connaître ses valeurs, c'est bien, mais finalement, il y a aussi besoin de connaître les valeurs de ces équipes pour aller chercher ces efforts qui, finalement, ne sont pas démesurés. C'est beaucoup d'efforts, certes, mais comme c'est quelque chose qui plaît et qui est en lien avec ce qu'on aime, ça finit par ne pas être démesuré. Exactement, tu as complètement raison. Mmh. Comment est-ce que tu fais pour justement accompagner tes équipes à justement avoir ces moments d'effort, mais savoir exactement tu sais, quelles sont les différentes valeurs, quels sont les différents points qui sont impactants pour eux, comment les motiver? C'est quoi tes petits tips pour justement mieux connaître tes équipes au-delà de l'écoute active dont on a parlé tout à l'heure? Alors pour, tu vois, enfin pour moi, leur permettre d'être en confiance et pouvoir échanger. Et dans un échange, eh ben, tu as, du donnant-donnant. Donc pour qu'eux puissent me donner, je dois donner aussi. Je dois être finalement dans l'exemplarité. Donc je partage aussi certaines choses avec eux. Je vais pouvoir partager, heu, des moments, des moments peut-être où je suis, j'essaie de me montrer moins, heu, exemplaire, enfin, c'est peut-être pas le bon mot exemplaire, mais tu as certaines personnes qui vont te regarder avec, des yeux, enfin très très émerveillés, par le pas ce que tu fais, par ce que tu représentes et cetera. Et j'essaie de me montrer, c'est-à-dire le plus simple possible en disant: «Voilà, OK le poste, mais avant tout, je suis Claudia Ferreira, une femme, comme vous, mère de famille, avec tout ce que ça inclut». Et oui, alors pas toutes, mais j'essaie de le montrer pour pouvoir les avoir en retour et mieux comprendre les gens qui m'entourent. Donc ça demande, oui, de la présence, de l'énergie et
et être là aussi à des moments clés, pour certains. Donc j'en ai fait grandir, c'est encore une fois, ça a été, ma satisfaction, mais j'en ai fait grandir parce que je les sentais capables d'aller, alors qu'eux ne le voyaient peut-être pas, leur capacité à aller plus loin. Je l'ai vu, je les ai accompagnés dans ça, mais je les ai accompagnés à leur rythme. Je me rappelle, tu vois, d'une femme, d'une cinquantaine d'années qui avait beaucoup de doutes, sur sa capacité à prendre un peu plus de responsabilité que ce que je lui ai donné et finalement je l'ai mise en confiance. Elle avait tout en elle. Je lui ai juste donné les clés pour qu'elle ait cette confiance en elle, tu vois? Enfin, tout était déjà là. Moi, je lui ai juste donné des petites clés pour qu'elle en prenne vraiment conscience. Et ensuite, bah, tu es dans un échange parce que les gens, ils te remercient de ce que tu leur donnes. Et à l'inverse, du coup, avec les équipes que tu as dans le CODIR, avec tes collègues du CODIR, comment est-ce que tu crées le lien? Quels sont les pièges à éviter peut-être sur ça? Qu'est-ce qui te permet de pouvoir te sentir, à l'aise et de pouvoir être disruptif peut-être derrière dans tes discours ou dans tes décisions? Alors tu vois, bizarrement, c'est moins facile, parce que tu as aussi un enjeu, politique dans Mmh. ces postes-là et heu et quand tu essayes de, rester aligné, toi-même, tu as peut-être un peu de difficulté à entrer dans un jeu un peu plus politique alors que ça fait partie, du poste, hein, ça va avec et c'est moins facile d'emmener les autres. Pourquoi? Parce que souvent dans ces équipes, tu as de l'ego Mmh, OK. et quand tu as de l'ego, chacun, essaye aussi enfin chacun, certains en tout cas ont tendance à vouloir, pas travailler en équipe, mais à tirer la couverture pour eux et ça, c'est un peu plus difficile pour moi. Ça existe dans toutes les sociétés, mais ça, c'est vraiment quelque chose où j'ai un peu plus de mal. Et c'est, quand tu parles d'ego, ça c'est un point hyper intéressant en développement personnel évidemment, hein, la recherche de l'ego et justement ça très souvent l'ego vient en porte-à-faux avec l'unicité dont tu parles, hein, avec, qui on est vraiment au fond. Hem, Selon toi, est-ce que c'est un atout sur ces postes-là? Alors selon moi non, parce que, tu vois, quand tu as un ego, pour moi, heu, enfin, je te dis non, mais peut-être que je devrais être plus mesurée, il faut en avoir un peu. Il faut en avoir un peu, heu, mais, certains, enfin de mon expérience, mais j'ai pas encore tout vu, heu, ont un ego qui font qu'ils ne se remettent pas en question. Enfin pour moi, ça va de pair. Quand tu as un certain niveau d'ego, tu te remets pas forcément en question. C'est une question d'équilibre, j'entends. Du coup, le fait Ouais. d'avoir cet ego qui finalement te pousse et te permet d'avoir cette partie un peu politique, hein, en effet, qui fait partie des postes, de direction, CODIR et COMEX, mais en même temps d'avoir, on en revient, hein, à la notion de doute sain, de se remettre en question. Je pense que l'ego peut être un frein à l'innovation et un frein à la performance, à outrance. Je pense que quand on a trop d'ego, je pense que ça peut ralentir justement ces transformations et on est de plus en plus avec l'intelligence artificielle, de plus en plus dans un monde qui va de plus en plus vite et où les choses changent de plus en plus rapidement. L'ego, je pense, peut ralentir cette partie-là. Trop d'ego, être trop sur ses positions, trop sûr de soi sur la manière dont ça fonctionne ou dont ça fonctionne pas, comme on le disait tout à l'heure, hein, de se dire, «Et si je me trompe là? Et si finalement je suis pas si sûre?» Ça peut parfois aider à justement à aller chercher des nouvelles innovations, à prendre certains risques, aussi, sur certaines, sur certains axes de l'entreprise, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je suis complètement d'accord avec toi, hein. J'en ai des exemples, en tête, hein, où, l'ego, ne fait pas du tout avancer les choses, bien au contraire et les gens, du coup, à cause de l'ego, sont moins objectifs sur une situation, tu vois? Et du coup, ça devient quand tu mets de l'ego, ça devient plus personnel. Alors que dans une entreprise, tu es censé la faire avancer vers vers un but commun finalement, et donc quand tu as de l'ego,
pour moi, ouais, tu as trop de persos qui rentrent en ligne de compte, donc tu es plus trop objectif et en plus, bah, les gens ont plus de difficultés aussi à adhérer et à y aller. Oui, puisque du coup, on perd un peu le lien. Comment est-ce que tu là, est-ce que tu saurais dire, comment tu sais quand il y a un peu trop d'ego? Est-ce que tu arrives à, je sais pas, avoir des critères, avoir des petites choses qui font que, la personne a trop d'ego? Oui, alors, moi, assez simple, c'est par exemple, quand bon, quelqu'un, on va parler d'un sujet stratégique, on va présenter et puis tu challenges un peu, tu vois? Tu vas dire: «Bah et tiens, et si on faisait plutôt ça comme ça? Ou est-ce que tu as pensé à ça?» et la personne va couper court finalement à cette communication ou à cet échange pour, pour aller voir les choses différemment et donc là, pour moi, bah, c'est de l'ego. Ouais, parce que le but, en plus de ces moments-là, c'est justement d'aller challenger l'idée, d'aller challenger le résultat maximum. C'est ça. On ne peut pas challenger tout le temps, hein. Bah non, c'est pour ça. Mais il y a des moments spécifiques où, justement, c'est le but. Ouais. Exactement, exactement. Je pourrais parler avec toi encore des heures, mais je vois que le chrono avance. On va terminer avec les 2 dernières questions. Claudia, c'était merveilleux, merci beaucoup. Quel est, le pire conseil qu'on t'ait jamais donné? Alors le pire conseil, qu'on m'a donné, ça a été de dire, de m'adapter à la société. Ou tu vois, ou soit différente si tu veux être, acceptée. C'est quelque chose, tu vois, qu'on m'a déjà dit, dans mon parcours. Dans certaines sphères, on attendait de moi que je sois, ben, peut-être un petit peu, effacée et je l'ai été, ou plus conforme. Mais, finalement, je reprends vite et je vais pas à cette écoute-là, donc je reste fidèle à mon énergie, à mon franc-parler et à ma force de conviction. Et c'était quoi la solution, du coup? C'était de changer d'entreprise ou c'était juste d'être plus toi et de rester dans la même entreprise? Non, c'est d'être toi. Après, honnêtement, si tu vraiment pas aligné avec, les valeurs de l'entreprise, il faut savoir changer. Il faut savoir changer parce que sinon, tu t'y perds et tu le vis mal aussi. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, on a une chance justement de pouvoir changer. On n'est plus du tout dans l'ancienne génération où du coup, c'est très mal vu de changer d'entreprise et il faut être, 20 ans dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est vraiment fini tout ça. Et que justement la recherche de la bonne entreprise, j'aime bien dire que c'est aussi, mettre en porte-à-faux les entreprises qui ont peut-être des valeurs, moins bonnes et si tu as un talent, si tu as quelque chose de beau à apporter, autant l'apporter à une entreprise qui sait le reconnaître et qui sait aussi le mettre en avant, différemment et dans laquelle c'est un cercle vertueux, hein, dans laquelle toi, tu vas être beaucoup plus performant, parce que justement, tu vas être aligné avec ce qui est important pour toi. Donc ça résonne avec ce que Exact. tu dis, avec ce pire conseil qui est: «Adapte-toi». Non, aujourd'hui, peut-être que le meilleur conseil, c'est l'inverse. C'est ça, c'est ça. Justement, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné, Claudia? Alors le meilleur conseil et que je n'ai pas écouté à l'époque, c'est quelqu'un qui, partait à la retraite 2 ans après, c'est de me dire: «Le plat n'est jamais servi 2 fois». Mais au début, j'avais pas très bien compris et aujourd'hui, c'est une phrase que je garde toujours en tête, parce que c'était une opportunité que j'ai eue au sein d'une entreprise dans laquelle j'étais et puis, je me sentais pas prête, pour le poste, tu vois? Et je me suis dit: «Oh moi, je suis pas encore prête, je le prendrai plus tard» et cetera et finalement, effectivement, le plat n'est jamais servi 2 fois. Donc chaque opportunité, elle compte. Heu, Quand elle passe, elle va peut-être pas repasser, en tout cas pas de cette manière-là. Donc il faut être prêt, il faut savoir saisir les opportunités même si elles font peur. Donc tu vois, ça m'a appris à me jeter à l'eau, hein. Du coup, après, je prenais le plat qui passait. C'est ça, c'est ça. Du coup, il y a une notion justement de sois prêt à ne pas être prête. Exactement, exactement. Il faut se dire: «Est-ce que c'est en lien avec l'ambition que tu as au fond de toi?» et du coup, si c'est en lien avec l'ambition que tu as au fond de toi, même si tu te sens pas prête, vas-y quoi, vas-y. Parce que les opportunités, tu peux en rater et c'est vrai que tu ne sais pas quand viendra la prochaine et si elle viendra. Est-ce que tu arrives à te souvenir ce qui t'avait bloqué à te lancer à ce moment-là? À te dire: «Allez, j'y vais quand même»? En fait,
Très jeune, j'ai pris, tout de suite des postes à responsabilité et à ce moment-là, heu, j'avais un peu, je me posais plein de questions, heu, sur mon identité, tu vois? Sur mon identité donc je me disais: «Oh c'est peut-être là trop gros, est-ce que je vais y arriver?» J'ai des gens, qui vont être, sous ma responsabilité, qui ont 20 ans de boîte, qui vont être sont proches de la retraite, ils vont me voir, heu, une j une jeune femme, enfin, je j'étais pas sûre d'avoir, toute la légitimité pour le poste, tu vois? Je me posais la question de ma légitimité pour le poste, alors que j'aurais pas dû la poser parce que si on me l'a proposé, c'est que je l'avais. Tu as remis en question, ce que la personne, voyait de toi, le potentiel qu'elle voyait de toi. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Hyper intéressant et je suis sûre que beaucoup de personnes, hommes ou femmes, vont se reconnaître, vont se reconnaître là-dedans. Donc rappelez-vous qu'un plat n'est jamais servi 2 fois. C'est ça. Merci infiniment Claudia pour le temps passé ensemble, c'était merveilleux d'échanger avec toi. Pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve dans 2 semaines. Merci encore Claudia. Merci à toi Margot Ilona. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Désormais, à ton tour, quel est l'enseignement que tu en tires? Avec quoi repars-tu de cet épisode? Prends le temps de te questionner et d'incarner ce que tu as appris, de tester certaines choses et de te challenger au quotidien. Partage également tes réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BeyondTheRole. Tu peux également me taguer directement. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast avec des personnes de ton entourage que ça pourrait challenger, impacter. Et bien évidemment, écris-moi tes propositions de suggestions d'invités. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes qui transforment le monde professionnel pour les futures générations de leaders. Alors à très bientôt pour le prochain épisode.